Salut, c'est Lextopia et vous écoutez Parktopia, votre podcast dédié à l'actualité des parcs à thème. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. We live by the ethos that the next thing we do is going to be better than the last thing we did. Everything we do is based on story. We build our entire work process around story. Bouh à toutes et bouh à tous, très content de vous retrouver sur Parktopia pour un épisode spécial dédié à l'univers d'Halloween. Et avant de démarrer, j'aimerais vous remercier aussi pour les deux épisodes précédents qui étaient aussi des épisodes spéciaux. Alors en fait, en réalité, c'est celui-là qui n'est pas véritablement un épisode spécial puisque c'est un épisode dédié à l'actualité des parcs, notamment pendant les saisons d'Halloween. Et je vais vous dire ce que j'ai pu tester ces derniers jours. Vraiment, merci pour vos retours sur le podcast Tokyo Disneyland avec Rafi et le précédent sur Epic Universe avec Rafi et Stéphane. Le podcast sur Epic Universe est devenu le 3e podcast le plus écouté depuis que je me suis lancé et celui sur Tokyo Disneyland est le podcast le plus écouté que j'ai lancé depuis le début. Donc effectivement, les émissions perturbées, notamment dans les parcs Disney et Universal, vous intéressent particulièrement et donc on refera des épisodes spéciaux comme ça dédiés à des grandes actualités dans les parcs. Il y en aura probablement d'ailleurs dès 2026 sur par exemple l'ouverture du World of Frozen. Il y en aura aussi encore cette année avec les Park Fan Awards auxquels j'assisterai et on se retrouvera d'ailleurs à mon avis le prochain épisode ou alors le suivant sera vraiment entièrement dédié à cette thématique. Et aujourd'hui du coup on se retrouve pour une émission spéciale Halloween car ça y est, Halloween est lancé dans les parcs à thème. C'est pas du tout ma saison préférée, surtout en dehors des parcs Disney car je suis un peu peureux, mais on va y revenir dans un instant. J'ai quand même eu la chance de tester Ibilo, donc la version Halloween de Walibi. J'ai aussi fait bien sûr le festival d'Halloween à Disneyland Paris. On va revenir aussi sur Peur sur le parc. Et puis on va faire également un focus sur Ibilo et sur le fameux Duck World parce que je suis aussi allé à Walibi pour tester le 50e anniversaire, profiter des nouveautés et tester ce dernier grand coaster que je ne pouvais pas faire et qui était quand même une des grandes nouveautés proposées en 2025 par les parcs de la Compagnie des Alpes. J'ai très hâte de vous raconter tout ça dans ce nouvel épisode qui démarre maintenant. Alors, comme d'habitude, je vous propose qu'on démarre par le festival d'Halloween à Disneyland Paris, qui était très peu attendu, parce que c'est vrai que depuis la fin de la pandémie, la saison d'Halloween a été très peu modifiée à Disneyland Paris, voire pire, elle a même perdu beaucoup de divertissements, beaucoup d'opportunités rencontres, beaucoup même de food, si je dis pas de bêtises, et en fait elle est en relance depuis quelques temps, et cette année marque la relance de la saison, un retour des investissements, à la fois de la team spectacle, mais pas que, on voit qu'Imagineering aussi a été mobilisé, et donc je vous propose qu'on détaille ensemble le programme, et ce que j'en ai pensé. Donc cette année, la saison d'Halloween, elle est d'ailleurs lancée pour la première fois hors d'un week-end, si je dis pas de bêtises, elle a été lancée un 1er octobre en plein milieu de la semaine, elle va durer jusqu'au 2 novembre 2025, pour rappel, il n'y a plus de soirée spéciale, même si en réalité, la soirée du 31 octobre sera une soirée un peu de surprise avec les déguisements autorisés pour les visiteurs et probablement des apparitions de personnages, des shows un peu particuliers, mais tout ça en version gratuite, bien que le parc soit en réalité déjà probablement complet. Le reste de la saison, sur le papier, était très similaire avec ce qui était proposé les autres années. Donc le parc Disneyland qui est entièrement décoré, en réalité les décorations n'ont pratiquement pas changé et la vérité c'est qu'il y a de moins en moins de décorations dans le parc. La dernière grande nouveauté en termes de décoration, je m'en souviens, c'était en 2017 ou 2018 à l'occasion de la sortie de Coco, donc Los Dias del Muertos, qui apparaissait pour la première fois dans la zone mexicaine de Frontierland. À cette même époque d'ailleurs, probablement la même année ou alors l'année juste avant, il y avait eu le lancement des ronces. Il y avait les ronces de Maléfique qui avaient été installées. Alors non, mais c'était même encore avant, c'était à l'occasion de la sortie de Maléfique, si je dis pas de bêtises, au cinéma, soit le 2e, l'installation des ronces de Maléfique dans la cour du château dans Fantasyland. C'était un décor que j'adorais, je me souviens même que la BO avait été modifiée et qu'on entendait donc la musique en fait du live action que j'adore, et c'est d'ailleurs un des rares live action que j'adore, et en fait Maléfique était un peu le personnage principal de la saison, et elle apparaissait, je me souviens, au premier étage du château, et elle faisait une sorte de happening avec de la fumée, et puis après ensuite tous les méchants apparaissaient autour des ronces, et ensuite ce happening là avait été déplacé, il avait été installé du côté du théâtre du château, et là c'était plus Ursula qui était mis en avant comme une grande méchante,
méchante, et ensuite tous les méchants descendaient ensuite pour faire des photos. Et les ronces apparaissaient aussi à cet endroit-là. Et à l'occasion de la réhabilitation du château, si je dis pas de bêtises, et ensuite du théâtre du château, bah en fait les ronces sont complètement disparus, et maintenant il y a les méchants dans la cour des méchants, mais sans décor particulier, sans événementialisation de ce côté-là. Donc ça faisait quand même vraiment cheap. Alors après, c'est pas la pire saison d'Halloween qu'on a connue, il y en a une qui est restée dans les mémoires, c'était en 2017 et 2018 à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de la destination, où là il y avait même pas de parade, c'était juste des tricycles qui passaient sur la route de Main Street, et à la place ils avaient mis une espèce de cavalcade dans Frontierland qui était une honte absolue, mais c'était quand même la première année où il y avait Los Dias del Muertos aussi dans Frontierland, et donc c'est plutôt ces dernières années que j'ai un désamour pour la saison, parce qu'il y a de plus en plus de visiteurs à Halloween, c'était pas forcément le cas dans le passé, il y a de moins en moins de divertissement, donc ça m'interrogeait, et donc je suis un peu allé à reculons participer au lancement du festival d'Halloween, et j'ai très hâte d'y retourner d'ailleurs dans quelques jours. J'avoue avoir adoré cette nouvelle saison Halloween. Il y a assez peu de choses, mais parfois peu de choses, mais bien faites, peuvent suffire à changer drastiquement l'expérience du visiteur. Des mesurettes, même chirurgicales, pointilleuses, qui se remarquent pas forcément du premier coup, peuvent suffire à changer toute l'expérience d'un visiteur, et ça se voit que par manque de budget c'est ce qu'ils ont tenté, et c'est tout à fait appréciable. Et on va d'abord parler de la parade. Alors c'est vrai que la parade elle est très critiquée, à la fois pour sa BO, pour le manque de renouvellement, pour le fait qu'elle est extrêmement redondante, et là depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, la version Showstop est là depuis plus récemment, mais moi, je vous avoue que je ne peux que apprécier cette parade après avoir testé Halloween dans la plupart des autres parcs Disney, notamment aux États-Unis où Halloween c'est 100% payant. C'est-à-dire c'est 100% la Oogie Boogie, la soirée de la Californie, ou alors c'est 100% Mickey Not So Scary Party avec un feu d'artifice incroyable, mais qui est payant. Donc il faut payer en plus de sa journée sur le parc, ce qui quand même n'est pas du tout le cas à Disneyland Paris, où toutes les animations en lien avec Halloween sont proposées pour un visiteur qui a réservé son séjour normalement. Alors par contre, bien sûr, le ticket est plus cher. Le ticket est plus cher, certes, mais vous avez quand même 2 parades en après-midi. La parade habituelle qui est donnée dans la matinée, en fin de matinée. Je trouve que c'est quand même assez spectaculaire pour un visiteur, donc il en a quand même, je trouve, pour son argent par rapport à ces histoires de parade. Et par ailleurs, le showstop est excellentissime, c'est un des meilleurs showstops qui a été proposé à Disneyland Paris, il est très court, on en profite assez peu parce que la saison est extrêmement courte. D'ailleurs, je me disais qu'en fait, la saison devrait être lancée maintenant dès la mi-septembre, quand on voit le monde qu'il y a sur le parc dès le mois de septembre. Et en fait, ce showstop, on le connaît peu, parce qu'on n'a pas le temps de le regarder en si peu de semaines. Mais c'est vrai qu'en fait, il est excellent. Et il est régulièrement remis en scène. J'ai vu encore quelques modifications. C'est super sympa qu'il y ait la voix du fantôme au début du showstop avec les fontaines, et que le personnage de Henry et Mélanie soit à ce point-là mis en avant. Le changement de costume aussi de Mickey dans le char de Phantom Manor, c'est quand même incroyable, c'est quand même assez récent aussi l'arrivée de ce char Phantom Manor. Je vous avoue que je suis quand même très client de cette parade, et j'aurais presque peur qu'elle soit remplacée, parce que j'aurais peur qu'elle soit remplacée par quelque chose d'un peu moins bien. Et après avoir beaucoup réfléchi à ce sujet, je pense que la saison Halloween n'a pas forcément besoin d'un gros investissement ces derniers temps. Je pense qu'il y a plus intérêt à mettre de l'argent sur Noël. Aujourd'hui, la majorité du public se déplace quand même à Noël. Pendant Halloween, Disney est quand même l'acteur majeur de ces saisons. Et donc bien sûr, c'est super sympa qu'elle soit enrichie, qu'elle soit réinvestie. Mais s'il fallait faire un choix en réalité, ce serait d'investir sur les territoires de conquête. C'est-à-dire à quel moment on ne pense pas à Disney, mais il faudrait peut-être faire venir des visiteurs. C'était les fameuses époques des saisons, au mois de janvier, février, les saisons de la Force. Il y a eu aussi Spring Fever qui était démarré beaucoup plus tôt. Je pense que c'est là où il faut mettre de l'argent. C'est là où il faut essayer d'attirer les gens, entre janvier et mars. Et entre Halloween et Noël, en fait, on vient juste conforter un public qui vient déjà. Et puis cette année, il y a quand même une nouveauté que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est le Unlucky Nugget à Disneyland Paris. Disneyland Paris a quand même sollicité Walt Disney Imagineering pour proposer une nouveauté qui avait même été montrée lors de la D23, c'est dire l'événement. Et je trouve ça très bien d'avoir mobilisé Imagineering pour une saison. Et donc, ça y est, on a enfin des versions Halloween d'expériences, mais qui sont revisitées à l'occasion d'Halloween. On rêve tous, bien sûr, de Phantom Manor en version étrange Noël de Monsieur Jack, mais c'est encore mieux, presque, je trouve, de s'être dit que, voilà, il n'y avait peut-être pas les moyens de faire ça, mais Disneyland Paris a quand même eu une idée brillante, moins ambitieuse mais brillante, de revisiter l'univers du Lucky Nugget pour le transformer en fameux Unlucky Nugget. Donc déjà, petit tips, vraiment n'y allez pas à l'ouverture, ou alors soyez là dès l'ouverture, mais du coup avant l'ouverture même du restaurant. Mais sauf que vous allez manquer beaucoup d'expériences Halloween qui se déroulent en fait jusqu'à la fin de la journée. Au contraire, regardez les 2 parades Halloween, et à la fin de ces dernières, vous allez au Unlucky Nugget, et là vous allez attendre en moyenne 20 à 30 minutes, pas plus. Le restaurant est plus vide, et puis en plus il y a une tea party qui est un peu moins chère et que j'ai trouvé aussi très sympa. Et donc le Unlucky Nugget, c'est temporaire, c'est du 1er
octobre au 2 novembre 2025. Le restaurant change de nom et un nouveau décor a pris place sur la scène du Lucky Nugget. C'est une extension de l'histoire de Phantom Manor, mais comme vous le savez, l'histoire de Phantom Manor est profondément liée à toute l'histoire de Frontierland. On a un Frontierland qui est unique au monde pour ça d'ailleurs. Big Thunder Mountain, Frontierland, Thunder Mesa de manière générale est entièrement relié à l'histoire de Phantom Manor, et c'est chouette d'avoir des éléments plus concrets de cette histoire à l'occasion justement de cette saison. La rumeur évoque une réception nuptiale jamais célébrée. Une fête en fait qui n'a jamais pu être célébrée, laissant le lieu sombrer dans la décrépitude. Et donc il y a une table avec un cake, le dessert d'ailleurs sur lequel est positionné le manoir, j'adore, et vous avez en fait la table de Mélanie, des mariés, de son prétendant, et puis vous avez son portrait qui est posé à droite avec plein de cadeaux que lui ont fait sa famille, ses amis. Il y a des allusions à l'histoire du prétendant en question et de son identité. Vous avez aussi des jeux de mots qui sont à mourir de rire sur les boîtes, et puis vous avez à gauche aussi le piano sur lequel à certains moments le fantôme se met à jouer de la musique, comme dans l'une des scènes emblématiques de Phantom Manor. C'est d'ailleurs la même musique qui retentit, et le fantôme, l'ombre du fantôme, apparaît sur le piano, puis disparaît avec le rire de Vincent Price qui résonne dans le restaurant. Et puis la réalité, c'est que le décor n'est pas si spectaculaire, mais un vrai travail a été fait sur la lumière. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux de profiter de l'ambiance si vous êtes en fait dans la fosse, au rez-de-chaussée. C'est beaucoup moins intéressant dans les étages et dans les parties qui sont éclairées de manière standard. Il faut mieux être au centre, même si toutes les tables bénéficient des décorations, donc à la fois avec les serviettes, les chandeliers qui sont posés un peu partout. J'adore d'ailleurs le travail qui a été fait aussi sur la vaisselle et sur la décoration. C'est une expérience qui est pensée, donc ça se voit par Imagineering qui a à peu près tout validé, mais ça s'étend à d'autres divisions, donc food, lumière, et c'est un bel exemple, je trouve, de coordination, de synergie entre différents services, et c'est parfaitement exécuté. On regrette simplement que ce soit un petit peu statique comme ça. On aurait pu imaginer des comédiens en plus dans la pièce, des personnages en fait de l'univers de Phantom Manor qui pourraient nous rendre visite. Il y a bien sûr des expériences comme ça dans les autres parcs. Je pense que d'ailleurs le Unlucky Nugget, ça peut venir aussi de ce qui s'est passé du côté du parc Astérix avec la fameuse taverne qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, qui est ouverte entre Halloween et Noël et que j'avais adoré, mais qui est renforcée quand même par la présence de comédiens. Donc on peut regretter ça, l'absence de comédiens. Il y a aussi bien sûr toujours un bémol sur le prix du menu et la qualité de ce qui est proposé. En revanche, comme je vous disais, je pense que le Tea Time en fait est vraiment très sympa, et si c'était à refaire, c'est le Tea Time en fait que je choisirais, à la fois pour des raisons de prix et puis parce que encore une fois j'ai vraiment du mal avec la food de manière générale à Disneyland Paris, qui souffre en fait de contraintes probablement sanitaires, des contraintes de prix qui font que c'est l'une des pires expériences de restauration des parcs Disney dans le monde, on le sait. Mais je pense que les personnes en cause d'ailleurs, c'est pas forcément les cuisiniers, les gens qui imaginent ces recettes, c'est plus en fait les contraintes qu'on leur impose, notamment pour tout ce qui est des circuits froids. Je dis ça parce que j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, là en ce moment je travaille dans le secteur du service public, mais juste avant j'étais dans l'agroalimentaire. C'est vrai que les contraintes d'hygiène fixées en Europe et en France, évidemment des contraintes extrêmement importantes pour garantir la sécurité des consommateurs, sont parfois tellement contraignantes que le choix est fait d'imaginer des recettes plus consensuelles, plus basiques, et on sent parfois que cette division cherche à aller plus loin et qu'elle veut réimaginer certains menus. Malheureusement, ça égale toujours pas la qualité de la restauration des parcs Disney, notamment, je dirais quand même principalement aux États-Unis. C'est là que j'ai vraiment le plus aimé la nourriture, notamment à Disney California Adventure et à Disneyland. Et pourtant, c'est quasiment que du snacking, il y a très peu de restaurants à table. Néanmoins, pour en revenir au Unlucky Nugget Saloon, j'ai adoré. Vraiment, c'est une expérience que j'ai adorée et que je referai avec plaisir. J'espère que l'année prochaine, ils auront l'idée d'intégrer quelques comédiens pour renforcer cette ambiance. Il y a aussi, à l'occasion de cette saison, le déploiement des fils virtuels, donc les rencontres personnages. Certains personnages sont accessibles uniquement via la file virtuelle. Alors sur les personnages, alors là, je pourrais presque faire une émission entière là-dessus. Moi, vous savez, à la base, je suis pas forcément un fan de rencontres personnages. J'ai découvert ça par le biais de Robin, qui était intervenu d'ailleurs en podcast au sujet de Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea. Il y a un problème à Disneyland Paris sur les rencontres personnages. On m'a souvent dit « les visiteurs sont très peu respectueux », ce qui est vrai par ailleurs. Il y en a d'autres qui m'ont dit « Ici, les personnages sont particulièrement populaires, il y a une sorte d'engouement qu'on ne retrouve pas dans les autres parcs ». C'est faux. En réalité, il y a ce même engouement dans tous les autres parcs, notamment à Tokyo, de manière générale, dans les parcs Disney asiatiques, il y a un engouement pour les personnages qui est spectaculaire. En Europe, je dirais pas que l'engouement est supérieur, il est peut-être égal, je le concède, mais il y a surtout un phénomène qui amplifie les comportements, je dirais, de certains visiteurs
la frustration d'autres, et surtout les files d'attente spectaculaires qu'il peut y avoir à certaines rencontres personnages, c'est tout simplement la gestion des personnages à Disneyland Paris. Vous avez en fait dans notre parc Disney un problème, c'est là où vous pouvez rencontrer le moins de personnages. Ils sont présents sur très peu d'horaires, ils sont très peu nombreux, et du coup ça entraîne une exploitation catastrophique et une expérience pour le visiteur qui est catastrophique. Et donc il y a ce lancement des files virtuelles. Ce que je pense des files virtuelles, notamment pour rencontrer Jacques et Sally, on peut rencontrer aussi Mickey Mouse via la file virtuelle. Le principe est simple, vous devez, lorsque vous êtes entré sur le parc et que vous avez validé votre ticket, tenter de rejoindre une file virtuelle à plusieurs horaires. Je sais que le deuxième horaire est à 14 h parce que j'arrive jamais avant. Je me souviens plus du premier horaire. Donc vous avez 2 chances. Et vous ne pouvez choisir qu'un seul personnage, qu'une seule rencontre. Une fois que vous avez choisi cette rencontre, vous ne pouvez pas sélectionner une autre file. Donc si vous avez perdu, admettons, Jacques et Sally, vous pouvez tenter de réserver, admettons, Mickey Mouse en classique. Mais si vous avez Mickey Mouse en classique, alors c'est fini pour la journée, ce sera votre seule rencontre personnage. Je pense que cette histoire de file virtuelle peut quand même contenir un peu le problème. Elle améliore l'expérience à la fois du visiteur, mais aussi du cast member, faut le dire, c'est quand même des meilleures conditions de travail, je pense, de travailler en file virtuelle. Moins de file d'attente, moins de frustration. Des visiteurs, je pense, qui arrivent en meilleures conditions face aux personnages. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il existe toujours quelques stand-by line un peu partout dans le parc pour faire une file d'attente classique et rejoindre les personnages, comme par exemple Dingo en squelette, ou alors Minnie en mariachi. Mais par contre, pour le chat de Alice au Pays des Merveilles, vous aviez plus d'1 heure et demie d'attente. Je pense qu'il y a des gens qui sont entrés dans la file, pensant qu'ils allaient pouvoir le faire, alors qu'ils ne le feraient jamais, la CC n'étant même pas arrivée pour fermer la file d'attente, qui devait fermer, mais dès l'ouverture en fait. C'est démentiel. Mais en fait, si le chat, il était là, de l'ouverture du parc jusqu'à quasiment la fermeture, comme c'est le cas pour tous les VIP que vous pouvez croiser, par exemple, à Disneyland en Californie, mais alors tout ira bien. Moi j'ai vu des gens qui se sont jetés sur Mickey en Californie. Les gens sont certes plus respectueux, mais les files d'attente se forment très très vite devant Mickey. Mais Mickey, il est là de 9 h jusqu'à 23 h en extérieur, sans compter l'expérience de rencontre qui est au fond du parc. À Disneyland Paris, malheureusement, Mickey, vous ne l'avez pas sur cette amplitude horaire. Et donc quand il apparaît dans le parc, et que vous le voyez pour la première fois, c'est la fermeture du parc. Vous voyez Mickey qui vient de faire le goodbye. Mais en fait, c'est peut-être la première fois que vous l'avez vu de la journée, si vous n'avez vu aucun spectacle et aucune parade. Donc forcément, les visiteurs deviennent hystériques parce qu'ils se disent « Oh mince, j'ai pas ma photo avec Mickey !» Et en même temps, le visiteur est tout aussi récalcitrant à se mettre dans une file d'attente de 2 heures, sachant qu'il a payé un jour un parc et qu'il doit faire toutes les attractions. Or, quand vous arrivez dans n'importe quel parc Disney en dehors de Disneyland Paris, vous faites votre photo en 2 minutes et vous pouvez faire tout autant d'attractions que vous voulez. Donc il y a quand même un problème lié à l'exploitation des personnages, il y a tout simplement un manque de budget, un manque d'amplitude horaire, et donc ces histoires de fil virtuel, pour moi, sont un bon, disons, compromis pour éviter de saturer les fils de personnes aussi qui font parfois les personnages en boucle, et donc ça permet aussi de retirer par exemple à Jacques et Sally. Vous pouvez être sûr que pendant, si vous l'aviez laissé en fil normal, mais vous n'auriez, dans certains d'entre eux vont le refaire en boucle. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y en ait 35 dans la file d'attente qui le refont en boucle, mais il suffit qu'il y en ait un ou deux s'ils sont situés à 2 endroits dans la file pour revenir faire des photos, c'est 5 minutes par personne, donc ça fait déjà 10 minutes de perdu alors qu'ils ont déjà leur photo avec le personnage. La file virtuelle permet de sortir certaines personnes qui monopolisent trop ces files d'attente par rapport au fait que ces personnages sont beaucoup trop rares. Donc effectivement, les personnages rares, Mickey Mouse en file virtuelle, je trouve ça pas mal, tant qu'on peut rencontrer par exemple Mickey dans une autre tenue. Et puis à Disneyland Paris, il y a aussi une autre nouveauté qui est liée à Disney Tales of Magic, puisque Tales of Magic c'était aussi un peu une innovation, disons, technique et technologique. On enrichissait le matériel qui était à disposition de la team spectacle pour ajouter des projecteurs sur Main Street en très bonne qualité qui sont utilisés à l'occasion du spectacle. Mais ça y est, enfin, grâce à cette saison Halloween, on sait maintenant que cet éclairage peut servir, que ces projecteurs peuvent servir à toutes les saisons et à plein d'autres événements, je pense. Ces projections, lorsque la nuit tombe sur Main Street pendant plusieurs heures, c'est fantastique. De la fumée, de la musique, j'ai trouvé ça fantastique. Ça métamorphose l'ambiance de Main Street, et ça c'est une expérience que j'ai connue nulle part ailleurs. Parce que même à la Oogie Boogie, même à la Knott's Scary Scary en Floride, vous n'avez pas ce niveau d'immersion dans les séquences d'entrée des parcs. Oogie Boogie c'est très joli quand vous rentrez, mais c'est pas autant dynamique sur les murs, c'est-à-dire que c'est très statique, en fait c'est des projections d'images statiques plus que d'un vrai mapping. Là, le mapping est beaucoup plus dynamique et plonge les visiteurs dans une ambiance complètement différente. Et le château aussi change de couleur, et ça change complètement l'atmosphère du parc. Les gens, quand ils traversent l'allée à ce moment-là, sont stupéfaits. Il n'y a qu'à voir leur réaction, comment ils déambulent, comment ils ralentissent leurs pas pour profiter de cette ambiance. J'ai trouvé ça fantastique. Quelle belle idée. Et encore bravo la team spectacle,
spectacle qui, avec peu de budget, mais avec un matériel à disposition qui existe déjà, ont réussi à optimiser en fait leur configuration habituelle pour proposer ça aux visiteurs. Une saison Halloween pour moi réussie, elle serait presque parfaite s'il y avait le retour des ronces dans la cour du château ou un nouveau spectacle de ce style-là, soit dans la cour du château, soit sur le théâtre du château. C'est vrai qu'il y a quand même des spectacles en intérieur, par exemple à Hong Kong Disneyland, il y en a un dans la salle du Festival of Lion King que j'adorerais avoir à Disneyland Paris, donc pourquoi pas aussi un show en intérieur de cet ordre-là, hyper spectaculaire. J'aimerais vraiment. En tout cas, on voit que l'univers des méchants Disney et que Halloween au sens général cartonne, donc il y aurait peu de chances de se planter sur une nouvelle offre de ce type-là. Et puis, l'intérêt d'un nouveau spectacle, que ce soit en extérieur ou en intérieur, c'est qu'il pourrait vendre plus de DPA. C'est une petite idée que je leur glisse comme ça. Un peu plus de fast-pass, un peu plus de vente de fast-pass. On sait que c'est ça qui rapporte énormément d'argent. Et maintenant, je vous propose qu'on aille à Walibi, ou plutôt Ibilo. Ça, il fallait trouver l'idée quand même de inverser le nom de Walibi, de changer l'ordre des lettres pour le faire coller à l'univers d'Halloween. Je connais très bien Peur sur le Parc, que j'ai fait donc à 2 reprises. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'avais testé les nouvelles maisons hantées. Donc il y avait Pompéi, il y avait aussi une nouvelle maison hantée dans la zone égyptienne. Il y avait un truc horrible à les catacombes et en plus l'alarme incendie s'était déclenchée. Je croyais que ça faisait partie du spectacle, on s'est fait évacuer. Enfin bref, j'étais terrorisé. Bref, passons. Je vous parle maintenant de Walibi Belgium. Alors, la réalité, c'est que je suis quand même principalement allé à Walibi pour finir ma tournée des nouveautés et découvrir le Duck World. Alors oui, c'est les 50 ans de Walibi Belgium, et donc quand même, si vous allez à Walibi, profitez-en pour découvrir le Duck World, qui est... donc vous savez, Walibi fonctionne en world, il y a différents worlds, il y a le Fun World, il y a Exotic World si je dis pas de bêtises, il y a Adventure World, et il y a désormais le Duck World, qui est en fait dans une zone qui existait déjà, et qui accueille une grosse nouveauté, qui s'appelle le Mécalodon, qui a été construit par Gerstlauer, donc Gerstlauer, un constructeur de confiance de la Compagnie des Alpes, qui a construit notamment cet Automatics au parc Astérix. Mais la réalité, c'est que moi, ce que je voulais vraiment tester cette année, il y avait 2 nouveautés, hein, vous le savez, je vous l'avais dit, c'était surtout Mission Bermude, je pense que c'est vraiment ma meilleure nouveauté, enfin c'est la meilleure nouveauté ever des parcs de la Compagnie des Alpes, en tout cas celle qui est la plus innovante. Et la deuxième qui m'intéressait, c'était le Mécalodon, parce que au parc Astérix, figurez-vous que mon attraction préférée, c'est le Pégase Express. Pégase Express, qui est une sorte d'ancêtre très lointain du Mécalodon. Le Mécalodon qui a un parcours en fait un peu plus basique, je dirais, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de système d'aiguillage comme dans le Pégase Express, mais en fait, le retour en arrière sur le Pégase Express ne m'intéresse pas du tout, et c'est pour ça que le Mécalodon m'intéressait, parce que je pense que la mode, maintenant, ce n'est plus de retourner en arrière ou faire des inversions, je pense que la mode désormais, c'est la vitesse, le airtime, les zigzags près du sol, c'est ça que j'aime. Non mais, désolé de m'emballer comme ça, mais c'est vrai que dans le Stardust Racer aussi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, il y a très peu d'inversions, c'est vraiment de la vitesse, des virages, dans Taron aussi c'est beaucoup comme ça, et donc qu'est-ce que le Mécalodon ? Bah, c'est quand même un investissement record de 35 millions d'euros, alors les 35 millions d'euros, il me semble que c'est bien sur toute la zone, hein. C'est tout le Duck World qui a été entièrement rethématisé, donc c'est le plus grand coaster familial du Benelux, les trains sont en forme de requin, j'ai beaucoup aimé la storyline et aussi toutes les références aux films de requins et aux films de poissons de manière générale, donc il y avait des clins d'œil bien sûr aux Dents de la Mer, mais aussi au monde de Nemo, et donc le véhicule est une sorte de requin mécanique, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a une sorte d'inventrice, un peu de génie, une jeune qui fait des inventions dans cette zone, et elle est frustrée qu'il n'y ait pas de requin sur le port du Wavre, parce que pas loin il y a le Wavre, c'est une ville belge, et donc ils ont fait un jeu de mots, et ça s'appelle le port du Wavre. Je trouve ça trop drôle. D'ailleurs, il y a absolument plein de jeux de mots, on se croirait au parc Astérix, finalement, l'humour se répand bien au-delà du parc Astérix dans les parcs de la Compagnie des Alpes, et donc les passagers sont emmenés sur un peu moins de kilomètres dans une aventure palpitante au ras de l'eau, 3 propulsions, 14 airtime, et vraiment, j'ai adoré. Pour moi, c'est coup de cœur, c'est ma deuxième nouveauté préférée après Mission Bermude, parce que en fait Mission Bermude c'est plus innovant d'un point de vue technique et technologique. Mécalodon c'est des choses qu'on a déjà vues, mais c'est parfaitement exécuté en termes de thématique surtout. Parce que le Duck World, et c'est ça qui est très fort, c'est pas uniquement ce coaster, et tout a été changé. Il y a quand même, on va revenir là-dessus, des infrastructures qui ont été construites pour cacher des vrais, disons, show building, des vrais décors qui existaient déjà, mais pour mieux coller à la thématique, eh ben, ils ont reconstruit par-dessus. Donc, par exemple, le flashback est de retour, et le Psyché Underground aussi,
il retrouve en fait une place qui est complètement centrale dans le Dock World, limite presque le Mégalodon est presque pas dans le centre en fait du land, et le Psyché Underground reprend d'ailleurs son nom précédent qui s'appelle Turbine. Donc c'est aussi fou de faire revenir une attraction emblématique en lui redonnant un des noms qu'elle a eu dans le passé. Et d'ailleurs, je me suis replongé dans des reportages hilarants sur Turbine. J'ai découvert cette histoire, mais je pense que certains d'entre vous connaissent cette histoire. Turbine, dans son passé, était d'abord une attraction en extérieur. Elle a été couverte ensuite pour faire plaisir aux voisins qui se plaignaient du bruit. Et vous le savez, dans Turbine, c'est un tracé assez simple où le train en fait part en arrière, puis en avant, puis traverse un looping et puis revient au quai. Tout ça pour vous dire que à une époque, le train s'est retrouvé bloqué dans le looping et il y a eu un reportage qui a été fait, et je trouve le reportage absolument incroyablement drôle. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés et tout, mais ils sont quand même restés plus d'une heure la tête en bas comme ça. Entre-temps, ils ont complètement changé, je crois, à la fois, ils ont fait un retrack. Étienne m'a expliqué tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ça ne pourrait plus se reproduire de cette façon, en tout cas. J'ai découvert aussi un peu l'histoire de cette attraction culte du parc, que je connaissais déjà. Je l'avais vu dans sa version précédente lorsque j'avais visité Walibi il y a quelques temps pour découvrir Conda. Et puis, il y a encore d'autres attractions qui changent de nom, en fait, et qui ont été refaites. Par exemple, le Dragon Boat s'est transformé en Stormy, et c'est un magnifique flat ride avec des petits voiliers, j'ai trouvé ça magnifique. Et alors, coup de cœur pour l'ancienne Salsa et Fiesta, qui devient Tous en boîte. Petit jeu de mots sur les crabes qui finissent dans des boîtes de conserve. Et donc vous avez un crabe sur une boîte de conserve qui danse au milieu des visiteurs. Et vous avez une sorte de hub central qui s'appelle Cannery Factory. C'est une halle en partie couverte, c'est un endroit où les visiteurs peuvent faire quelques emplettes. Ils y arrivent soit par la sortie de l'attraction Mégalodon, soit tout simplement en traversant la Cannery Factory. Et d'ailleurs, à proximité de Turbine, à proximité de cet endroit-là dont on vous parle, les structures qui ont été construites font mine en fait d'être... Je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple, le mur qui est devant Turbine, on a l'impression que c'est le bâtiment qui accueille Turbine. En réalité, c'est un mur qui est très peu épais et qui cache la vraie structure de Turbine, qui a été en fait cachée par ce nouveau mur, et qui ne touche pas, je pense d'ailleurs, l'infrastructure d'origine, mais pour que ça colle au décor. Et j'ai trouvé ça très 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 fort. Là, c'est vraiment on retrouve là des vraies techniques en fait d'Imagineer. C'est un vrai travail d'artiste, et j'ai trouvé ça parfaitement exécuté. Avant qu'on parle d'Halloween à Ibilo, donc à Walibi, je vous avoue que désormais, après y avoir longuement réfléchi, je sais que ça peut faire grincer des dents parce que je connais la popularité du parc Astérix. Je crois que oui, Walibi Belgium est bien mon parc préféré de la Compagnie des Alpes, en tout cas celui que je considère comme étant le plus abouti, le plus cohérent d'un point de vue thématique. Il y a bien sûr des choses à revoir, c'est quand même un des rares aussi qui comporte des dark rides. Il y a 2 dark rides, vous avez Popcorn Revenge que j'adore, et puis même le parcours dans Toutankhamon qui est absolument incroyable, long, qui est vieux mais qui est très très bien vieilli, qui marche je trouve très bien. C'est un parcours interactif comme Popcorn Revenge, et je trouve que ces zones sont très bien comprises par le public, donc ce fameux Dock World, Fun World, Adventure World, je trouve que c'est très très bien compris par le public. Il y a bien sûr des choses à revoir, je dis pas que tout est parfait, mais c'est un des parcs les plus cohérents et les mieux travaillés d'un point de vue thématique, et le Dock World vient confirmer pour moi cette cohérence. Et puis en plus on a refait Conda, vraiment quelle belle machine. Elle n'égale pas Toutatis d'un point de vue technique, parce que c'est vrai que Toutatis c'est une machine fantastique et c'est une des plus belles machines qu'on puisse avoir en Europe en termes de coaster, mais il faut être honnête, en termes de thématique, la zone Conda est beaucoup plus belle. Oui, le parcours est derrière le parc, et une fois sur le parcours, on voit pas grand-chose, mais la séquence d'entrée est absolument fabuleuse, avec cette immense tête de serpent, ce petit trail qu'il faut traverser au-dessus de l'étendue d'eau, le lift qui est parfaitement positionné par rapport au quai, à tout le reste de l'ambiance de la place centrale. Franchement, je crois que je préfère la thématique de Conda quand même. Franchement, la thématique de Conda est incroyable. C'est vraiment un univers dans lequel on a envie de se projeter. Donc tout ça pour dire que Walibi Belgium, vraiment, c'est le parc de toutes les surprises. Comme lors de ma première visite, j'ai gardé un super souvenir. Et puis Pulsar aussi, c'est vraiment trop bien. Mais bon bref, je m'égare parce que je peux pas faire le catalogue de toutes les attractions du parc. Tiki Waka aussi, qui est très proche du Dock World, mais qui est pas tout à fait dans la même zone, se marie aussi très bien à l'univers du Dock World. Donc ça a été vraiment bien pensé. Mais j'ai été invité à Walibi, pas tant pour découvrir le Dock World, même si c'était avec grand plaisir que je le découvrais, mais plus pour Ibilo. Je trouve ça trop drôle. Ibilo, donc Walibi à l'envers. Un peu comme Peur sur le parc, eh bien il y a des maisons hantées qui sont payantes, et puis vous avez des scary zones qui sont en extérieur, qui là sont accessibles à tous. Vraiment, Ibilo, très bonne surprise. Alors là, par contre, faut reconnaître que je dirais que Peur sur le parc est d'un autre niveau, c'est quand même plus spectaculaire Peur sur le parc. J'ai quand même été bluffé par certains parcours hantés en intérieur. Je pense que le meilleur parcours hanté
la meilleure maison hantée de Walibi, c'est bien sûr Silence, donc sur l'univers d'une salle de classe ou d'un établissement scolaire. Ça fait penser un peu à de l'urbex d'ailleurs à certains moments. J'ai trouvé ça excellent, même en termes de lumière. Il y a de très très bonnes idées. Il y a une séquence notamment où la lumière noire en fait éclaire toute la pièce, et donc du coup dévoile des inscriptions un peu sanguinaires sur les murs. J'ai trouvé ça excellentissime. J'étais terrorisé, hein. J'ai très très peur de faire ces trucs-là et tout, mais il faut reconnaître la qualité créative en fait de ce parcours. Donc là, sous mes yeux, j'ai les dates de Ibilo, ça dure du 11 octobre jusqu'au 2 novembre. Donc ils écrivent là qu'il y a 4 maisons, si je dis pas de bêtises, dont la nouvelle. Donc il y a effectivement celle dont je vous ai pas encore parlé, qui s'appelle l'Aquarium. Moi j'étais là pour l'inauguration d'Aquarium, alors que j'ai trouvé pas mal. Pour moi c'est la deuxième en fait meilleure de toutes les maisons hantées du parc. Il y a encore je dirais quelques défauts. Il y a une idée que j'ai bien aimée sur le parcours, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans une salle, dans un aquarium, et donc il y a des poissons, mais en fait, dans les aquariums se cachent des performeurs en fait qui nous hurlent dessus. J'ai trouvé ça très très fort, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Après, certains costumes étaient de moins bonne qualité, notamment lorsque ça faisait allusion à des algues ou à des poissons, je sais pas. Ce qui est génial avec cet aquarium, c'est qu'il vient compléter le Dock World et il vient lui donner une seconde vie pendant la période d'Halloween, donc son intégration dans la zone est superbement bien pensé et il est bien caché aussi, donc il vient pas gâcher non plus l'esthétique de la zone. En revanche, je pense qu'il y a des petits ajustements à faire. J'ai pas pour autant détesté l'aquarium du tout, j'ai quand même passé un bon moment. J'en ai fait une autre de maison qui m'a marqué, c'était Mind Blast. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Alors juste un détail, c'est que dans les maisons hantées, les performeurs ont toujours cette passion avec leur pelle de taper sur les murs et sur la tôle pour faire du bruit. Une fois c'est sympa, 4 fois on a compris le principe. Néanmoins, c'est une de celles que j'ai adoré parce que, encore une fois, superbement bien intégré à la thématique de la zone qui est plutôt une zone un peu Far West. C'est un petit Frontierland qu'il y a là. J'avais même oublié qu'il y avait un train de la mine à Walibi qui est d'ailleurs très sympa. Je me perds un peu, je vais refaire mon classement. Je me suis rappelé qu'il y en avait encore une autre sur l'univers de Toutankhamon. Donc en premier, je dirais que c'est Silence. Silence, c'est la meilleure, s'il faut en choisir une, c'est elle. La deuxième, je dirais que c'est quand même l'Aquarium, à la fois parce que c'est la nouveauté et parce qu'il y a quelques idées que j'avais pas vues dans les autres maisons hantées, notamment celle de Peur sur le Parc. En troisième, je mettrais Mind Blast. J'ai trouvé que Mind Blast, c'était vraiment, vraiment marrant, parce qu'ils étaient tous habillés en minier, et en fait, on allait comme dans le fond de la mine qui était hanté. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée, puis forcément, amoureux de l'univers, un peu de Frontierland, des cowboys, j'ai trouvé ça très sympa. Et en dernier, effectivement, la zone égyptienne, c'est pas fou, on nous donne une lanterne qui sert pas vraiment à grand chose, qui s'éteint, qui s'allume, mais ça nous sert pas vraiment à grand chose, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus basique et moins effrayant que les 3 autres dont on vient de parler. Néanmoins, je suis impressionné des moyens qui sont mis sur une saison aussi courte et qui fonctionne super bien. Le parc était blindé de monde. D'ailleurs, parc blindé d'adolescents, de jeunes adultes, mais très respectueux. On n'a pas eu du tout de sensation d'être au milieu d'un public irrespectueux, et donc ça aussi, c'est un point qu'il faut noter. L'expérience pour le visiteur est très très agréable, j'ai trouvé à Walibi. En plus de ces zones en intérieur payantes, vous avez des zones en extérieur accessibles à tous. La nouvelle, en fait il y en a beaucoup des nouvelles, d'après ce que j'ai compris, c'est Basement. Donc en intérieur, c'est celle que j'ai préférée avec un bar caché. J'ai trouvé celle-ci excellente et j'ai trouvé que le travail qui avait été fait sur la lumière était vraiment spectaculaire. Je crois que j'ai même préféré cette zone-là est quasiment une de mes scare zones préférées, même par rapport à celle que je mettrais dans mon classement si j'avais à comparer celle de Peur sur le Parc. Il y en a une autre aussi qui s'appelle Arachnaphobia, que j'ai trouvé très intéressante en termes de scénographie. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités scéniques qui sont incroyables, mais ça se voit qu'il faut que ça se rôde encore un petit peu plus. C'est d'ailleurs dans cette zone-là qu'on demande à tous les visiteurs de se baisser, de se mettre au sol, alors qu'on est sur le point d'avoir une sorte d'invasion d'araignées, parce que c'est ça en fait le truc, c'est qu'il y a une invasion d'araignées, et donc on devient des zombies, donc c'est une zone de zombies, si on est mordu par une araignée, donc il y a des zombies autour de nous qui nous coursent et tout, et ensuite ils sont enfermés dans des cages, mais en fait dans ces cages-là, je crois qu'il y a de la fumée, il y a des lance-flammes, ça manque pour moi de stunt, donc soit tout simplement de la bagarre, ou alors de machinerie qui soulèverait les performeurs en l'air, ou par-dessous, enfin... Voilà, après j'ai pas tout vu, j'ai pas vu les séquences en entière, mais elle est très très spectaculaire cette nouvelle zone Arachnaphobia, elle est très bien mise en scène, en plus les visiteurs sont filmés, j'ai trouvé vraiment que c'était intéressant, et pour moi ça peut être quasiment la meilleure zone, mais il faut juste qu'elle se rôde un tout petit peu, et donc c'est pour ça que je mets Basement en première, parce que Basement est parfaite en termes de musique, de scéno, de lumière, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a une autre zone que j'ai adorée, que j'ai trouvé parfaitement exécutée, drôle, je crois que c'est
vraiment, c'est pas la plus spectaculaire, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait que des bonnes idées. C'est la zone qui s'appelle Innocence. Parce que, en fait, c'est une zone qui réutilise des petits flat rides, des petites attractions pour les kiddies, vraiment pour les preschool, le petit train, des petits carrousels. Et en fait, toutes ces attractions sont fermées, mais en réalité, elles fonctionnent. Donc le petit train circule, par exemple. Mais il y a des oursons décapités, il y a des peluches, des personnages, donc des performeurs en tenue de peluche, mais qui ont des gueules pas possibles. J'ai trouvé cette zone hilarante, beaucoup plus calme que les autres, et je l'ai trouvée plus intéressante. En fait, elle est certes moins spectaculaire que Arachnaphobia. J'ai trouvé qu'elle était mieux exécutée et beaucoup plus drôle surtout. Il y a beaucoup de second degré dans cette zone-là. Et puis ensuite, vous avez le Psycho Circus avec... bon, là, je suis passé plus rapidement dans celle-ci, avec les clowns et l'univers du cirque qui est détourné en version très très glauque. Donc voilà pour Ibilo, qui vraiment m'a surpris. Toute la signalité du parc était modifiée parce qu'on sent qu'il y a de vrais investissements, de vraies idées. Il y a aussi un spectacle l'après-midi qu'on nous a montré qui résume en fait tous les univers et l'histoire de Bill, qui est le personnage principal de cette saison, d'où le nom de la saison, Ibilo. Donc il y a un vrai travail, un vrai investissement, et ça rencontre complètement son public, et en fait c'est un mini peur sur le parc qui fonctionne totalement et qui n'a pas à rougir de peur sur le parc, parce que vraiment il est très bien fait, je trouve. Et cette année, je n'ai pas pu aller découvrir Peur sur le parc. Je l'avais fait 2 années de suite et il faut vraiment que j'y retourne puisque je n'ai toujours pas testé le fameux C'est Automatics. Donc, d'après ce que j'ai compris, au parc Astérix, il n'y a pas de nouvelle maison hantée, mais il y a une nouvelle zone peur à Peur sur le parc. Donc, j'ai vu à travers les réseaux sociaux en fait de mes potes qui y sont allés. Cette zone s'appelle le Camp des Lames d'Acier, placé sous le règne de Bracor, entre combats spectaculaires et flammes déchaînées, donc une immersion intense qui mettra leur courage à l'épreuve, et puis ensuite il y a une animation disons plus classique, le spectaculaire lâcher des hommes à la tronçonneuse. Pardon, je suis mort de rire. En parallèle, les visiteurs pourront aussi assister à un spectacle de son et lumière projeté sur la façade de l'attraction emblématique Osiris. Donc cette nouvelle zone m'a l'air magnifique, mais j'ai pas pu la tester, et c'est ce que je préfère dans les saisons Halloween, parce que j'ai trop peur. Donc moi j'ai besoin d'être en extérieur et d'avoir une visibilité disons élargie, contrairement aux maisons hantées où on a une vision beaucoup trop réduite à mon sens. En fait, je trouve que les décors en extérieur sont absolument incroyables. Et c'est vrai que les zones en extérieur me mettent moins mal à l'aise que les maisons hantées. Puis pour rappel, vous avez les maisons hantées. Alors moi, je trouve que les 2 meilleures maisons hantées au parc Astérix, c'est tout simplement celles... Moi en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir peur, c'est d'être impressionné par un décor, par un effet de machinerie, par une lumière, par quelque chose de scénique. Et c'est ce que j'aime dans ces parcours-là, ce type de parcours qu'on peut retrouver au Puy du Fou, mais qui sont pas nécessairement effrayants, et dans lesquels il y a des comédiens et qui peuvent raconter pas forcément des histoires effrayantes, des histoires aussi émouvantes, des histoires spectaculaires. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec les maisons hantées, parce que parfois il s'agit juste de faire peur, et c'est dommage, on peut raconter aussi des histoires plus profondes. C'est pour ça que mes 2 préférés au parc Astérix, c'est les Enfers de Pompéi, d'abord parce que j'adore cette histoire, et aussi parce que j'ai adoré la lumière, alors le costume de lave de certains performeurs, voilà, mais j'ai trouvé ça quand même vraiment vraiment spectaculaire. Je me souviens qu'il y avait de l'eau aussi à certains moments. Et l'autre nouveauté, alors qui est plus si nouvelle désormais, mais à l'époque ça venait d'ouvrir, le Tombeau des Dieux. Donc dans la zone égyptienne, forcément, hein, la zone égyptienne qui est une des zones les plus cinématiques, c'est aussi une des meilleures maisons hantées. C'est tellement cinématique. Je me souviens qu'il y avait un performeur qui était accroché sur une sorte de tyrolienne. J'ai trouvé ça absolument génial. Par contre, beaucoup moins fan des catacombes, par exemple, où là j'étais terrorisé. Et puis comme je vous le disais, on s'est fait évacuer des catacombes, alarme incendie. J'ai eu la peur de ma vie parce que moi j'ai cru que ça faisait partie du spectacle. J'étais en panique. Et de voir les performeurs qui ont plus peur que vous, sachant que j'étais déjà à moitié tétanisé, je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre. Enfin bref, donc pas très bon souvenir dans les catacombes, mais encore une fois, c'est pas forcément la direction artistique, c'est plutôt le fait que je sois pas client. Mais vraiment Peur sur le parc, une saison emblématique du parc Astérix qui se renforce chaque année, qui est extrêmement populaire, et je pense que c'est aussi ça qui a permis à Disneyland Paris de bouger un peu cette année pour proposer une saison un peu plus riche. Et voilà pour cet épisode spécial Halloween dédié à Disneyland Paris, Ibilo et une petite séquence sur le parc
parc Astérix en fin d'émission. Vraiment, vivement Noël, car oui, je suis client de Noël, même si c'est vraiment que Disney qui est le spécialiste de ça en France, même si ça y est, maintenant le parc Astérix s'y met, et puis les parcs européens commencent à de plus en plus le préempter. La prochaine fois qu'on se retrouve, il est probable qu'on parle des Park Fan Awards et qu'on fasse une émission dédiée à tous les prix, et je suis membre du jury, donc je vous dévoilerai mon vote après que les gagnants soient annoncés. Mais sachez que vous-même, vous pouvez voter, vous pouvez participer au vote, et puis il y aura une grande célébration, une cérémonie qui sera proposée au parc Astérix par l'équipe de Parc Actu. Donc j'ai très hâte de participer à nouveau à l'événement, en tant que tout simplement que public, hein, mais genre j'avais trop kiffé le fait qu'il y ait une cérémonie d'award comme le Festival de Cannes sur l'univers des parcs attractions. Ça permet de faire connaître notre communauté et de la crédibiliser. Et puis, bien sûr, on commencera dans les prochains épisodes aussi à parler des nouveautés 2026, puisque ça y est, les parcs commencent à faire leurs grandes annonces. Au moment même où j'enregistre cet épisode, probablement le parc Astérix vient de dévoiler quelque chose, mais j'ai coupé mon téléphone, donc je vais l'apprendre juste après la fin de cet épisode. Et puis, il y aura tout ce qui va se passer aussi à Disneyland Paris en 2026, qui fera l'objet d'une émission spéciale où on débriefera en fait tout l'Adventure World. Merci encore pour vos retours sur le podcast. Sachez qu'on a passé les 20 000 écoutes, les 25 000 écoutes, même si je dis pas de bêtises, les 1000 abonnés sur Spotify. Vraiment, je suis tellement heureux. C'est un format que j'adore, qui me permet de parler de choses dont je ne peux pas parler en vidéo, que je ne peux jamais garder au montage. Sachez que quand je fais un montage vidéo, quand je suis sur ma chaîne YouTube, le rush, la vidéo dure 10 minutes, parfois 8 minutes, mais souvent les rushs durent entre 20 et 45 minutes. Il y a plein d'avis, de choses que j'ai dites que j'ai jamais pu vraiment dévoiler. Et en fait, dans ce format, je peux vraiment dire tout ce que je pense et parler librement de n'importe quel sujet. L'audience va me suivre sur n'importe quelle thématique, et ça c'est une immense liberté, et surtout ça m'a permis de rencontrer plein de monde, m'étendre à l'univers du parc à thème en dehors de Disney, et franchement merci, parce que sans vous, en fait je ne peux pas avoir toutes ces opportunités, je ne peux pas vous parler de tous ces sujets. C'est ce qui me galvanise et qui me donne envie ensuite de revenir faire du contenu auprès de vous, et vraiment le podcast... je m'éclate. Voilà, je sais pas comment vous le dire autrement, mais je passe de super moments, et merci pour vos retours sur les émissions perturbées, et à très vite du coup, on se retrouve le mois prochain pour l'émission suivante. Merci les taupiens, bye.